Bonjour Ève Guéra, bonjour Kiemis, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre du festival Effraction au Centre Pompidou. Vous êtes les autrices de 2 premiers romans absolument formidables. Ève Guéra, Rapatriement, c'est publié chez Grasset. Rapatriement qui raconte l'histoire d'Annabella, qui apprend au début du roman la mort de son père au Cameroun, un père à qui elle ne parlait plus depuis 2 ans. Elle a une vingtaine d'années au début du roman. Annabella qui est née au Congo, qui vit à Lyon et à qui l'argent manque pour rapatrier le corps. Et Kiemis et Refleurir, publié aux éditions Philippe Ray. C'est un roman dans lequel vous retracez le destin d'une femme, une enfant de la terre camerounaise, Andoun, déterminée à suivre ses rêves malgré les obstacles, un personnage très fortement inspiré de votre grand-mère. Ce sont 2 premiers romans, je le disais. Kiemis, vous avez publié un recueil de poèmes en 2018, À nos humanités révoltées, et un essai sur la grossophobie en 2022, Je suis votre pire cauchemar. Vous écrivez dans les remerciements de ce roman qu'il était en germe en vous depuis l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui était en vous depuis l'enfance et qui a pu aujourd'hui, après 2 autres livres qui n'étaient pas du roman, éclore dans ce merveilleux premier roman? Bonjour, merci pour cette question et merci pour votre présence. Je suis ravie d'être là et je suis ravie d'être là avec Ève pour parler ensemble de notre roman, de nos romans. Ce qui a germé, je pense, c'est cette histoire de cette personne épique, je dirais. Je dis souvent que Et Refleurir, c'est une épopée d'un personnage qui est, de mon point de vue, légendaire, mais qui, évidemment, est très, 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 très fortement inspiré de ma grand-mère. Et comme souvent, quand on raconte une épopée, cette épopée, elle est tirée d'un conte. Et ma grand-mère, quand j'étais plus jeune, elle avait tendance à me raconter certaines de ses histoires, souvent en boucle, vraiment comme des contes, comme si, je pense qu'il y avait une partie d'elle qui voulait que cette histoire, ces histoires, s'impriment en moi. Moi, j'écris depuis que je pense depuis que j'ai 7-8 ans, parce que ce qui est bien avec l'écriture, c'est qu'il faut pas grand-chose. C'est pas comme quand on veut apprendre à jouer du piano ou de la flûte traversière, ou bon, voilà. Et vous dites que vous vous êtes rendu compte très vite, justement, que c'était un moyen de poursuivre vos rêves, c'est-à-dire que vous adoriez rêver et vous vous disiez, mais en fait, en écrivant, je peux complètement poursuivre ces rêves. Je peux les poursuivre et les contrôler. Et je pense que ma grand-mère m'a aussi vu, du coup, écrire. J'écrivais beaucoup chez elle, dans son lit à côté d'elle. Je lui piquais ses carnets. Et je pense que c'est en ça que ces 2 choses se mêlent. À la fois cette écriture qui est comme un moyen de respiration et ces histoires que j'entends vraiment de manière très récurrente. Et le rêve est aussi important, on va en parler dans votre roman, puisqu'il débute avec un rêve et avec ce jaune partout que va rechercher Andoun. Et justement, est-ce que vous pourriez, avec vos mots, en quelques mots, même si évidemment on pourrait déjà sur cette deuxième question passer des heures, est-ce que vous pourriez en quelques mots, avec vos mots, nous dire qui est Andoun, Anne-Marie, Coco, coquette et orgueilleuse, écrivez-vous à la fin du livre, bien plus que ça évidemment? Andoun, c'est une femme qui est prétentieuse. Et mon éditeur déteste quand je dis que Andoun est prétentieuse parce que c'est censé être quelque chose de négatif. Mais pour moi, c'est très admirable d'être prétentieuse quand on est né dans les années 50 dans un village du Cameroun et dont on est entouré par des injonctions, je dirais, à vivre une vie, je dirais, classique, se marier, avoir des enfants, etc. Sauf que Andoun, elle prétend à mieux. Elle voit plus loin, elle voit haut. Et du coup, en ça, ça la rend vraiment particulière. Ensuite, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est qu'Andoun, c'est un personnage qui est complexe. Il est travaillé entre plusieurs loyautés. La loyauté envers sa propre famille et la loyauté envers elle-même, envers ses rêves. Et donc, on la suit, en fait,
on suit ce personnage être traversé par ses contradictions et par ses envies multiples, à la fois d'être une fille de bonne famille et d'être respectable, et en même temps de se dire mais en fait, d'obéir à son père qu'elle aime beaucoup. Voilà, de plaire à son père, même de plaire à sa famille, d'appartenir en fait, parce que c'est ça aussi la question. Mais aussi de se dire mais en fait moi j'ai besoin de plus, j'ai pas cette place, je suis étroite, j'ai besoin de me déployer. Et d'aller vers la lumière, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Il y a un moment où elle pense qu'elle va pouvoir aller à l'école, elle va habiter chez sa sœur, son père dit qu'elle doit aller à l'école, elle croit pouvoir y arriver, et puis finalement, on lui dit qu'elle ne peut pas, et à ce moment-là, vous écrivez, il lui faudrait trouver un autre chemin pour rejoindre la lumière, et on y reviendra sur cette alternance entre le récit et les poèmes, suit un poème où il est simplement écrit « Il en fallait du courage à la frêle fleur pour tenir ses rêves à bout de bras ». C'est une femme, vous le disiez, qui sait ce qu'elle veut, qui sait dire non. Vous écrivez qu'Anne-Marie n'est pas faite pour les vies sans lumière, pas faite pour les chemins tracés, mais elle n'est pas la seule non plus. Je pense à sa cousine Pauline, qui lui dit à un moment, et le passage est un tout petit peu long, mais je veux le lire parce que je le trouve très puissant également. « Tu sais que dans ce monde, être libre, ce n'est pas facile pour nous, que parfois, pour manger, il faut se bagarrer, qu'il faut garder la tête hors de l'eau, coûte que coûte. Si nous devons nous bagarrer pour vivre, nous les femmes, alors je jetterai tout mon corps dans la bataille, tout plutôt que se laisser mourir. Je ne me laisserai pas écraser, pas mourir, veuve ou non, car la vie, ça vaut le coup, Andoun, ça vaut le coup. Et dans la vie, rien n'est plus beau, rien n'est plus doux que la liberté. Tu sais ça, pas vrai ?» Elle rencontre des femmes notamment qui aussi la portent à croire en ses aspirations, en ses rêves, et qui lui disent qu'il faut se battre pour ça. Oui, effectivement. Andoun est entourée par, je dirais, des personnages féminins qui sont aussi traversés de contradictions, mais qui lui permettent justement de tenter en fait d'aller vers ses rêves. Et je crois que c'était important pour moi de montrer ça aussi, parce que je crois pas qu'on puisse exister, comment dirais-je, je crois pas que ce soit possible de se libérer seul, tout simplement. Et donc c'est aussi ce que j'avais envie de montrer à travers ce personnage, c'est aussi parce que c'est aussi son histoire. De montrer aussi ces solidarités qui se nouent, des solidarités qui sont contrastées, parfois critiquables, voilà. J'avais envie de montrer ça. Et puis, voilà. Ève, on disait avec Kiemis que le personnage d'Andoun était très fortement inspiré de sa grand-mère. Vous avez de nombreux points communs à votre personnage, Annabella. Alors, on ne va évidemment pas jouer au jeu des 7 erreurs, ça n'aurait pas grand intérêt. Annabella est un vrai personnage romanesque et on va évidemment en parler. Mais je vous entendais dire à la radio, sur RFI, que vous aviez écrit ce roman pour comprendre comment est-ce que vos questionnements se sont transformés en roman. Je vais prendre 2 petites minutes avant de répondre à cette question pour dire tout le bien que je pense du livre de Kiemis. Alors, je l'ai reçu la semaine dernière, je l'ai lu en très peu de temps, j'ai été assez séduite par la langue qui est à la fois très classique et très poétique. Et au début de chaque chapitre, ce n'est pas forcément systématique, hein, ça fonctionne pas comme un système, mais il y a des poèmes qui vont annoncer, qui vont servir presque, enfin moi j'ai pensé à des intermèdes musicaux un peu, et chaque fois j'ai été bouleversée par la capacité d'évocation, et je me suis dit que c'était réellement un poète un poète ou une poétesse, je n'ai pas de problème à féminiser les choses, qui a écrit ce livre. Voilà, c'est ce que je voulais simplement dire. Et on en parlera évidemment de la langue. Voilà. Oui, je sais plus c'était quoi votre question. Vous avez encore l'occasion de redire tout le bien que vous pensez du roman. On va évidemment parler de la langue et de ses poèmes et de ce qui relie vos 2 livres, c'est-à-dire ce travail de la langue et ce que vous disiez exactement, c'est-à-dire la capacité d'évocation et ce que ça fait ressentir aux lectrices et aux lecteurs. Mais je parlais de l'origine de ce roman et du fait que vous disiez à la radio récemment que vous écriviez toujours pour comprendre quelque chose et que pour vous, je ne veux pas trahir votre pensée, mais les romans étaient là pour nous aider à penser le monde.
Tout à fait. Alors ça, c'est peut-être ma formation intellectuelle. Je pars du principe qu'un livre est un instrument de la pensée. Et ce n'est pas une phrase qui vient de moi, c'est une phrase qu'il y a dans le premier tome de La recherche du temps perdu, du côté de chez Swann. À un moment donné, le narrateur parle des livres et il essaie de comprendre pourquoi il s'intéresse à certains livres plutôt qu'à d'autres. Et il comprend qu'en fait, il recherche dans les livres des clés d'interprétation du monde. Alors ça, c'est l'idée que moi, quand j'ai lu Proust, c'est un de mes auteurs préférés, donc je reviens un peu en boucle là-dessus, mais pendant très longtemps, je lisais des livres et je ne comprenais pas pourquoi certains livres me touchaient plus que d'autres. Et en faisant des études de lettres classiques, de grec et de latin, j'ai compris que certains livres me touchaient plus que d'autres parce qu'en fait, ils me permettaient de comprendre le monde, de donner du sens, d'éclaircir des réalités, des sentiments, etc. Et en commençant à écrire, alors moi j'étais une lectrice très tardive, parce qu'en fait j'étais à l'école, j'ai commencé à apprendre à lire, à écrire à 7 ans, donc j'ai commencé à lire vraiment très tard, vers l'âge de 13-14 ans, mais le premier livre que j'ai lu n'était pas non plus un livre facile, parce que c'était Les Fleurs du Mal, et donc... un livre avec lequel vous dormiez. Avec lequel je dormais, et très vite, en fait, il m'a semblé que pour écrire, on ne pouvait écrire que si on recherchait quelque chose. Et si on écrivait simplement pour se regarder écrire, pour faire des belles phrases, en ce sens-là, il me semble, mais je ne le critique pas, je dis simplement que de mon point de vue, c'est vain. Il faut essayer de comprendre quelque chose pour soi, et en même temps que écrivant cela, on arrive à apprendre quelque chose. J'aime quand, écrivant quelque chose, j'ai appris beaucoup plus sur moi-même, sur ce que je cherchais. Quand je commence à écrire, c'est que je cherche quelque chose. Là, en ce moment, je travaille sur un texte, et ce texte serait, enfin, je sais pas encore, mais ça serait sur un procès qui a eu lieu, et j'essaie de savoir pourquoi ce procès aboutit à un non-lieu. C'est un procès pour crime de guerre, donc c'est quand même des choses qui sont très graves sur la guerre au Congo-Brazzaville. Donc j'analyse des archives vidéo, je retranscris les échanges, etc. Et j'essaie de comprendre comment quelque chose qui est aussi grave, qui a failli aller à la Cour pénale internationale, a abouti à un non-lieu. Qu'est-ce qui a permis cela ? Et peut-être que je pense que j'aurais fini le livre le jour où j'aurais compris, voilà. Et qu'est-ce que vous cherchiez à comprendre en entamant l'écriture de En écrivant Rapatriement, ce que je cherchais à comprendre, c'était comment on peut faire pour continuer à aimer quelqu'un dont l'héritage est contestable. Contestable sur le plan moral, c'est-à-dire que Annabella est une jeune fille qui, au début du roman, a 23 ans. Elle vient d'apprendre que son père était mort, et on découvre que elle n'a pas parlé à son père depuis 2 ans. Donc le lecteur est plongé dans une forme d'enquête pour savoir en fait pourquoi en fait elle a tourné le dos à son père, et aussi savoir comment elle va faire pour rapatrier le corps de son père, parce qu'il y a clairement une question financière, c'est-à-dire qu'elle a 23 ans, elle n'a pas d'argent, on lui demande 20 000 € pour rapatrier le corps de son père, et elle ne les a pas. Comment va-t-elle faire ? Il est mort dans un accident du travail, donc les assurances pourraient peut-être prendre en charge le rapatriement ou une partie, mais il va falloir donner les preuves qu'il travaille bien pour la compagnie en question, donc ça commence... Et ça commence comme ça, et elle cherche des preuves, un contrat de travail qui prouverait que son père travaillait pour ces gens-là. Et en même temps, le lecteur essaie de comprendre pourquoi elle s'est éloignée de son père. Et je crois que même Annabella ne le sait pas fondamentalement. Et ça m'intéressait de construire un peu la figure d'une ingrate. C'est-à-dire que une prétentieuse et une ingrate. Moi, je trouve ça formidable. Pourquoi pas ? Et Annabella, c'est quelqu'un qui a un père qui est, on peut le dire, qui est violent, qui est qui est un peu misogyne, qui a le sentiment de sa supériorité en tant que blanc expatrié en Afrique, et qui ne traite pas forcément de manière égalitaire ses conjointes. Il ne les choisit pas dans des milieux cultivés, bien établis. Il choisit toujours des jeunes filles dont la condition familiale est modeste, pour justement pouvoir les dominer
encore plus. Et en même temps, là, on a l'impression qu'on décrit un parfait salaud. Et en même temps, c'est quelqu'un qui part travailler en Afrique parce qu'il a besoin d'aider sa famille en France. Il appartient à une famille d'immigrés italiens qui sont arrivés en France après la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas forcément les moyens, qui ont tout fait pour s'intégrer, mais c'était difficile. Donc, il travaille pour aider sa famille et en même temps, c'est quelqu'un qui a un amour total et profond pour sa fille. Donc, en fait, Annabella n'avait aucune raison de s'éloigner de son père. Et c'est intéressant, et on va revenir sur ce qui les relie et sur ce que vous disiez sur Baudelaire, puisque votre narratrice, très jeune, sait qu'elle veut écrire de la poésie. Comme Charles Baudelaire, je voulais écrire des poèmes qui frappent l'esprit du lecteur, et donc c'est une chose que vous partagez avec elle. C'est en lisant Baudelaire que vous avez su que vous vouliez écrire. Et son père, on le comprend aussi dans le roman, lui raconter aussi des histoires et l'entraîner dans ces fictions-là. Son père est un faiseur de fiction parce qu'en fait, il vit dans une fiction de lui-même. La première fiction de lui-même, c'est une fiction... il se voit comme un homme blanc. Et se voyant comme un homme blanc, alors qu'en Afrique, dans la communauté des expatriés, il est considéré comme un marginal. Il ne vit pas dans la collectivité des coopérants, des gens bien installés qui vivent dans les entourages de l'ambassade de France, etc. C'est un monsieur qui travaille en freelance, qui travaille et qui a des contrats assez précaires. Donc, ce n'est pas vraiment l'expatrié comme on entend qu'on est expatrié, qu'on a un contrat, une assurance, quelque chose qui nous protège. Donc, c'est quelqu'un qui vit dans une fiction de lui-même, c'est-à-dire qu'il est convaincu de sa supériorité, il croit qu'il gagne bien sa vie alors qu'il la gagne suffisamment, mais pas forcément bien, et il fait croire à sa famille en France qu'il roule sur l'or. Parce qu'en fait, il veut entretenir une image de lui-même. Et surtout, il entraîne sa fille dans ce mensonge-là. C'est-à-dire que lorsqu'elle a une vie avec son père en Afrique, et lorsqu'elle est en France, elle tient un autre discours. Et en fait, très tôt, elle a appris à mentir. Elle a appris à dissimuler les choses. Elle a appris à ne pas tout dire pour protéger son père, qu'elle aime, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, la fiction est devenue beaucoup plus supportable, plus intéressante que la réalité. Et donc, cela commence par des choses qui sont presque anodines, c'est-à-dire que c'est de raconter à un moment, je me souviens de cette scène où il dit qu'il y avait une panthère qui faisait la taille justement d'Annabella quand elle était petite, mais quand même, ça reste très grand pour une panthère. Et après, il dit, vas-y, raconte-leur l'histoire du gorille. Et en fait, elle dit, c'est un petit singe qu'il y avait dans le jardin, mais elle se laisse prendre et elle raconte l'histoire du gorille. Et elle raconte l'histoire du gorille. Et en fait, le fait d'avoir un père aussi fantasque l'a préparée elle-même à devenir quelqu'un de fantasque. Et en fait, son père était en quelque sorte un peu mythomane. Et ayant ce père-là, elle a appris à créer de la fiction. Et donc, la fiction est automatique pour elle. Et la première fiction l'ultime fiction qu'elle va produire est une fiction qui va lui éclater à la figure. C'est-à-dire qu'elle va faire croire aux gens que son père était mort alors qu'il n'était pas mort. Et c'est ça, comment annoncer à son petit ami que son père est mort alors qu'elle lui a dit qu'il était déjà mort 4 ans plus tôt. Voilà. Et donc, elle se demande, est-ce qu'on peut évoquer la mort symbolique? Et je crois que sur ce point-là, ça m'a fait plaisir de construire ce personnage-là parce que je me suis demandé qu'est-ce qui faisait qu'on devenait écrivain? Est-ce que c'est simplement la lecture? Est-ce que c'est simplement l'admiration des auteurs qu'on a aimés et dont on essaierait peut-être d'atteindre la cheville? Ou est-ce qu'il y a une véritable disposition pour la fable? Et moi, je suis enseignante, donc parfois je vois des élèves pour un petit truc qui me racontent des histoires à dormir debout. Alors, madame, je n'ai pas pu vous rendre le devoir parce que... Et il me raconte une histoire et je lui dis, mais en fait, tu devrais être romancier. Et voilà. Qui est Miss, déjà à l'adolescence, vous écriviez justement, vous aviez déménagé du Blanc-Ménil à la Ferté-Gaucher et vous aviez écrit à l'adolescence déjà 2 romans de 500 pages. Oui, après, il faut voir la qualité des romans, mais
Mais j'aime beaucoup ce que dit Ève, justement, et j'ai envie de rebondir un petit peu là-dessus sur est-ce qu'on a la propension à s'inventer des fables et à quoi servent les fables. J'ai écrit ce roman de 500 pages parce que j'avais envie de m'enfuir. J'ai un rêve récurrent, j'avais un rêve récurrent quand j'étais adolescente et quand j'étais enfant, de déployer mes ailes et de m'en aller. De m'en aller. Et je crois que ça se voit beaucoup dans mes personnages d'ailleurs. Je crois que c'est aussi ce que permet la fable et le récit, c'est que on fuit sa réalité, on fuit quelque chose. Et c'est vrai que c'est un peu pour ça que j'avais besoin de fuir à l'adolescence. Il y a tellement de choses auxquelles on veut échapper. La Seine-et-Marne, en novembre, en était une. Et la 4e en Seine-et-Marne en était une, pour le coup. Et je crois que c'est ça aussi qui permet la création de la fiction. Et puis, il y a aussi une autre chose, je pense, qui est encore moins positive, je dirais, c'est que c'est un espace qu'on contrôle. La réalité, il y a très peu de choses qu'on contrôle. Je pense qu'on en a pas forcément conscience et surtout pas ici. Je pense en Europe, en tant qu'occidental, je pense qu'on a une perception de ce qu'on contrôle qui est beaucoup plus grande que ce qu'on contrôle réellement. Je crois que quand on écrit, on est en contrôle total, finalement. Enfin, en tout cas, on est en contrôle, je dirais, à 80%. Voilà. On ne contrôle pas la réception, par contre. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que dit Kémis, qui me paraît très intéressant. C'est une phrase de Pessoa qui dit la littérature existe parce que la réalité ne suffit pas. Et voilà, c'était juste ma petite... Kémis, un mot, puisqu'on disait que Andoun cherche la lumière. On évoquait avec Ève la violence. Il y en a également dans votre roman, mais il y a ce titre « Et refleurir », une virgule entre le « et refleurir », une virgule qui est comme une respiration qui est justement qui englobe tous ces moments plus sombres pour pouvoir enfin refleurir. Je crois savoir que au départ, votre roman devait s'appeler « Vers la maison ». Tout à fait. Le roman devait s'appeler « Vers la maison ». On a discuté avec mon éditrice de l'époque qui n'était pas très convaincue par ce titre, qui le trouvait vague. Moi, c'est un titre qui m'a porté dans l'écriture. Mais parfois, la vie s'impose à nous. Et je pense qu'en écrivant le livre, la réponse... j'avais cette réponse parce que vers la maison, il faut le comprendre comme une question, évidemment. Et donc, mes éditeurs n'étaient pas convaincus. Et puis, je pense qu'il se passait quelque chose en moi pendant cette écriture. Et le titre s'est imposé. Je sais pas, je suis comme Jeanne d'Arc, je crois. J'entends des voix. Parfois, on entend des mots. Mais surtout, le thème de la floraison est assez récurrent dans le livre. Donc, ça s'imposait de... Oui, à partir de ce premier rêve, de cette fleur. Je crois que ce qui s'impose plus... et du coup, je peux bien parler Merci pour ce commentaire, parce que je peux parler aussi de ce que je dis quand je dis « et refleurir ». En fait, ce qui s'impose, c'est le thème du printemps. En fait, c'est le thème du cycle. C'est le thème du retour. C'est le thème de la renaissance. Et ce qui a traversé l'écriture de ce livre et ce qui fonde, en fait... ce sur quoi repose ce livre, c'est cette admiration face à notre capacité de renaissance. Voilà. Et pour pouvoir être émerveillé face à cette capacité, je pense qu'il faut du coup voir les ténèbres. Je pense qu'il faut avoir l'impression de se noyer. C'est comme quand on se noie, comme quand on est en train on a avalé de travers et ensuite on arrive à savourer l'air qui revient à nouveau. Ben là, c'est pareil. Et c'est pour ça que je voulais bien marquer cette pause entre et refleurir, parce que je pense que pour être émerveillé par la première fleur, il faut avoir traversé l'hiver. Il faut avoir traversé les nuits à 16 heures et la pluie, même si la pluie c'est bien, mais il faut avoir traversé l'obscurité. Et après, on est
comme ébloui par les premiers rayons. Et après, j'imagine qu'il y a... On commence à s'habituer, ça paraît normal. Mais c'est vraiment ce premier geste qui m'émeut beaucoup, en fait. Ce premier geste de survie. Est-ce que tu n'as pas aussi construit une tension vers la joie? Moi, je pense à la première scène qui est un rêve, où on voit ce paysage jaune, ces fleurs, etc., la nature qui pousse. Et la dernière scène, enfin, l'une des dernières scènes dans l'appartement à Bobigny, où il y a une scène de joie, de danse, qui est presque comme une façon de refleurir, mais humainement. Est-ce que tu n'as pas construit le livre vers cette tension de la vie, de la... Alors, c'est une bonne question, merci. Je crois pas... Enfin, la joie, pour moi, je pense que c'est important, j'en parle beaucoup, c'est quelque chose qui traverse mes ouvrages, mon travail. Mais je pense qu'il faut comprendre la joie comme un moyen. La joie, c'est un outil de guérison. Voilà, c'est vraiment une bouée de sauvetage, c'est un baume. Parce que la joie, finalement, et la lumière, oui, c'est éphémère. L'objectif, c'est pas possible en tant qu'être humain d'être en joie tout le temps, de refleurir tout le temps, etc. Je pense qu'il faut être au clair sur ça. Mais pour moi, c'est donc un moyen de cautériser, un moyen de guérir, de cicatriser. C'est aussi parce que c'est quelque chose que j'apprends. Voilà, c'est quelque chose que j'apprends en famille. C'est quelque chose qui est pour moi une forme de technologie, en fait. C'est comme une langue. Dans un entretien accordé au Monde, vous décriviez justement votre processus d'écriture à travers ce cycle: constat, colère, tristesse, joie, 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 et ensuite création. Oui, tout à fait. Après, je pense que... J'ai tout le temps ça. Je pense que c'est aussi parce que... Encore une fois, c'est quelque chose qui sont des leçons héritées. Je suis une bonne fille quand je fais ça, parce que j'entends ma mère qui me dit souvent ça. Et en fait, à travers mon travail, ce qui était vraiment facile d'écrire, c'était vraiment la colère, le constat, le drame, les larmes, le trouble. C'est joyeux. Voilà, le fait d'être noyé. Mais c'est facile. Enfin, je trouve, de mon point de vue, que c'est immédiat. Comme si l'écriture venait nous guérir de ça. Et ensuite, bon, j'en discute donc avec mes proches, et notamment ma mère qui me dit, mais et la joie? Et quand j'ai écrit À nos humanités révoltées, je me souviens qu'elle m'a dit ça. Et la première fois qu'elle m'a dit ça, ça m'a vraiment mise en rage. Je me dis, mais je suis pas joyeuse là. J'ai envie de parler de choses qui font mal. J'ai envie de faire sortir le pu quelque part. C'est pas très glamour, mais c'est vrai. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile à écrire aussi. Vraiment. C'était pas naturel, c'était complexe. Et donc, c'était aussi un exercice pour moi aussi d'observer cette joie. Comment on la décrit, comment on la symbolise, quelle langue on utilise, quels outils on peut utiliser, en fait. Et et refleurir. Et justement, puisque vous parlez d'outils et de langue, et Ève le disait très bien au début de cette rencontre, vous avez recours à la poésie. Il fallait des vers dans ce récit. Il fallait une écriture poétique, mais aussi très clairement des poèmes qui venaient alterner avec le récit. Alors là, je révèle vraiment les dessous de l'écriture de Et refleurir, parce que à la base, ça devait pas être un roman. À la base, ça devait être un récit poétique. Je suis très ambitieuse, ouais. C'était très ambitieux. J'avais beaucoup d'objectifs. Épopée, récit poétique, voilà. Tu voulais refaire une Odyssée. Voilà, c'est ça. Beaucoup trop d'ambition. Là, on parle de prétention, mais voilà. Sauf qu'en fait, je me suis rendu... Donc, en fait, la première chose que j'ai écrite, d'ailleurs, c'était un poème. Et en fait, je me suis rendu compte que l'histoire était trop vaste. J'avais besoin de plus de place, ce qui est plutôt rare avec la poésie. D'habitude, la poésie me libère, mais là, c'était pas le cas. Et donc, du coup, forcément, c'est ce qui est resté, la poésie. Parce que c'était l'idée d'origine. Et puis, bon, je vais être tout à fait honnête, je pense qu'au début, l'idée de faire un roman était extrêmement tétanisante. Un recueil de poésie, j'avais déjà fait. Écrire de la poésie, je sais écrire de la poésie.
j'aime écrire de la poésie, c'est facile. Un roman, il faut aussi traverser aussi, faut apprendre aussi à écrire ce roman en fait. Faut se tromper, faut accepter que là on tente. Et donc il fallait que j'arrive à me mouvoir aussi dedans. Et donc je suis passée par un récit poétique. Ensuite, je me suis dit non, ça va être un roman, c'est pas possible. Et ensuite, j'ai été aussi coincée par le roman. Il y a des endroits où j'étais pas, voilà, je trouvais que j'étais un peu engourdie, j'avais des fourmis, bon, c'était pas très agréable. Et la poésie est revenue. Elle est revenue. Elle était là, à portée de main, et je me suis dit, mais oui, c'est ça la poésie. C'est ça en fait qui va libérer le roman. C'est ça qui va lui donner du souffle. C'est ça qui va faire que c'est ce que j'ai écrit. Donc voilà. Ève, ce qui marque à la lecture de votre roman, c'est évidemment ce qu'il raconte, les sentiments qu'il charrie, mais aussi, ou plutôt aussi, puisque tout est évidemment lié, c'est sa forme. Je vous entendais dire à la radio, là encore, que toutes les œuvres qui vous avaient bouleversé étaient des œuvres où la forme coïncidait parfaitement avec le propos, et que c'était ce que vous aviez voulu avec ce livre. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de déstabilisant, j'allais dire, à la première page, et puis après on est pris dans ce flux qui mêle justement les descriptions romanesques, la prose poétique, des paroles, des bruits. Et quand on accepte de se laisser prendre par la langue, par la main, de se laisser prendre, parce que dans la vie il y a des choses qui arrivent simultanément, en fait on nous prévient pas que il y a quelqu'un qui va prendre la parole à ce moment-là. Ça décuple la puissance de l'histoire elle-même. Comment est-ce que vous avez pensé la langue de ce roman? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la forme du roman pour la simple et bonne raison que, étant une très grande lectrice, chaque fois que je lis un livre, je le lis d'abord pour comprendre, et une fois que j'ai lu une première fois, j'essaie de comprendre les mécanismes d'écriture. Et alors, en 2018, un ami m'envoie un livre qui est La splendeur du Portugal d'António Lobo Antunes, qui est un très grand écrivain portugais qui a surtout travaillé sur la guerre d'Angola. Et donc, La splendeur du Portugal, on a justement cet enchâssement entre le récit et le dialogue. Et là, la première fois que je lis ça, je me dis, mais en fait, c'est éblouissant, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est très rare lorsqu'on parle, à part dans un échange comme ça, qu'on tienne le perchoir pendant 10 minutes. Et généralement, lorsqu'on échange, lorsque l'on parle, notre corps est traversé d'affect. C'est-à-dire que nous parlons avec quelqu'un qui nous regarde, nous interagissons, nous sommes habités du moi présent, qui est un moi organique, mais aussi un moi spirituel, un moi plein d'espérance. Il est aussi habité du regard qu'on a souvent posé sur lui. Et lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, vous rebondissez, et il y a des choses qui passent par le discours, mais aussi des choses qui passent par le corps. Et donc, en fait, dans un dialogue, quand on ne fait que tenir des propos, et que ces propos ne sont pas commentés par le récit, moi, au moment où j'ai lu António Lobo Antunes, j'ai compris qu'en fait, c'était une façon de dédoubler. C'était comme un orchestre, en fait. On ne pouvait pas se priver de cet outil-là. Et donc, en fait, je me suis dit, alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai pris à un écrivain que j'admire, et je me suis dit qu'en fait, oui, pour redoubler la capacité d'évocation du dialogue, il faut rendre compte de tout ce qui est dans le hors-scène, ce qu'on appellerait une forme de hors-scène, c'est-à-dire comment on se regarde, comment on se tient, ce qu'il y a autour de nous. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Ce que je trouve admirable, c'est aussi, en tant qu'écrivaine, le fait de pas avoir eu, enfin, j'ai l'impression, quand je lis le livre, de pas avoir eu peur, parce que le risque, c'est aussi, je sais qu'il faut pas penser à la réception, mais tu vois, le risque, non mais on est censé pas penser à la réception, mais c'est pas vrai. Oui. Donc, tu vois, comment, toi, tu arrives aussi à dépasser cette peur ou plutôt d'arriver à l'acceptation de ne pas être comprise. Oui, bien sûr, je comprends. Comment tu fais? Non, mais je comprends, parce qu'en fait, je suis allée sur le site lecteur.com
Il ne faut pas faire ça. Ne fais pas ça. Des commentaires. Alors, il y a une dame qui a dit, oui, une fois qu'on passe le retour à la ligne systématique, on est parfois emporté par l'écriture. Je dis, ok. Bon, mais non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir ce qui peut poser problème quand on écrit, ce qu'on propose, etc. Je suis pas en train de dire que, bien sûr que je suis amenée à progresser, à remodeler, à modifier, etc. Mais simplement, je crois que je peux me permettre de prendre... Moi, j'ai eu du mal à publier ce texte. Je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Et j'ai pas eu de réponse. La première réponse que j'ai eue, c'était une réponse de Flammarion. C'était une dame chez Flammarion j'ai envoyé par la poste, voilà. Et elle m'a dit, voilà, j'ai été embarquée par l'écriture, mais à partir de là, il y a ça qui m'a posé problème. Et donc, en fait, je sais que je n'ai pas une écriture grand public. Je sais que je prends des risques, mais en même temps, je me dis que j'écris pour avoir du plaisir. Et peut-être aussi que je peux me permettre de faire ça parce que j'ai un autre travail, je suis enseignante, donc même si je vends que 150 exemplaires, ça ne me gênera pas. Non, mais c'est affreux ce que je dis, mais il y a aussi de ça. Je pense que quelqu'un qui ne fait que écrire et qui a besoin de vivre, en fait, de sa plume, ne va pas prendre des risques, de ce genre de risque, va essayer d'être le plus lisible possible, voilà. Quand j'ai même eu des retours. Alors, quand Grasset m'a contacté, mon éditrice m'a dit, allez, elle savait aussi qu'elle prenait un risque. On prenait tous un risque. Mais je pense que je peux me permettre de faire ça parce que je n'ai pas besoin de vivre de l'écriture, en fait. Après, c'est super libérateur aussi. Oui. Parce que c'est ça, je pense qu'il y a... Pareil. C'est aussi... Enfin, je trouve que, justement, on a plus cette idée de... Oui, bon, tu vis pas de ta plume, c'est quand même quelque chose qui est... Je dirais que vivre de sa plume, c'est glorifié. Oui, voilà. Oui. Après, il y a très peu d'écrivains qui vivent de leur plume. Oui, bah, c'est sûr. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont tu le racontes là, c'est différent. C'est aussi de dire, mais du coup, je suis indépendante. C'est pas le mot exact. Je dirais que t'es, voilà, c'est ça. Je dirais que t'es libre de sauter. Je pense qu'en fait, tous les écrivains que j'admire sont un peu têtus. Donc, comme j'admire des gens qui sont têtus, par exemple, l'un de mes écrivains préférés, c'est Pierre Michon. Il habite dans la Creuse. Il fait des livres qui sont lus par un cercle très restreint. Et c'est un génie. Et moi, je l'adore. Et je suis en pamoison devant lui. Mais lui, il écrit. Et pourtant, il pourrait se poser la question de est-ce que je vais vendre? Et il se pose pas cette question parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand on a... il faut savoir, en fait, je pense que c'est un point qu'il faut éclaircir dès le début. C'est pour qui vais-je écrire et dans quel but. Et moi, si je décide d'écrire pour comprendre, je vais essayer d'écrire selon ma conviction. De toute façon, je ferai jamais de best-seller, donc c'est réglé. On ressortira la vidéo quand ce sera le cas. Moi, j'avais une question par rapport à l'écriture qui est témoin de la réflexion au sujet de la perception, de la réception, que l'état dans lequel vous êtes quand vous écrivez, justement, pour être hyper attentive à tout cela. Vous dites, quand on a un échange, il y a plein de choses qui se passent dans le corps, il y a des choses qui se passent autour. Comment est-ce que vous avez travaillé le rythme à partir de cette envie-là? J'imagine qu'il faut être dans une extra-conscience de ce que ressent le personnage à tout moment. Oui, une extra-conscience, et surtout, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est... alors, je reviens un peu à Marcel Proust. Il parle de la mémoire, et il parle des différents types de mémoire. Il parle de la mémoire volontaire comme étant une mémoire qui passe par le raisonnement, c'est-à-dire j'ai oublié mes clés, j'essaie de me souvenir où j'aurais pu mettre mes clés. Et il parle de la mémoire involontaire. Et la mémoire involontaire est provoquée par une sensation. D'accord, elle ne peut pas passer par un raisonnement, elle provoque une sensation, ce que je touche, ce que je sens, etc. Et il y a aussi les lieux privilégiés, les fameux lieux privilégiés, c'est-à-dire paysages privilégiés. Par exemple, je vois des arbres, ils me rappellent les arbres de mon enfance, etc. Et moi, j'avais besoin de passer par la sensation.
Dès l'instant où j'ai compris ça, je suis passée par la sensation. Et en fait, on comprend Annabella quand on comprend que c'est quelqu'un qui rebondit par le sens, qui rebondit par le sens au sens ce qu'elle voit, ce qu'elle sent, ce qui se passe autour d'elle. Alors, je voudrais pas avoir donné l'impression que c'est un livre obscur où il y a énormément de descriptions, je vous assure. Non. Mais il y a quand même une intrigue. C'est un personnage qui va se souvenir de son enfance à partir d'éléments de ce qui peut advenir par inadvertance, c'est-à-dire elle va avoir une photographie, elle va se souvenir d'un jour en famille, etc. Et je voulais en fait c'était un travail sur la mémoire, c'était un travail sur le sens, c'était un travail aussi sur l'affect, c'était aussi un travail sur... Alors, ce qui est le plus important pour moi dans ce livre, c'est sur la place de la littérature. Annabella, c'est quelqu'un qui veut devenir écrivain. Elle veut devenir écrivain, mais elle instrumentalise la littérature. Elle ne veut pas devenir écrivain pour comprendre le monde, pour se comprendre elle-même. Elle veut devenir écrivain pour dire je suis un écrivain. Donc c'est une façon de se faire valoir, de se distinguer des autres par une sorte de position sociale ou culturelle. Et elle a son personnage, Ernest Moustique. Elle a son personnage récurrent qui est Ernest Moustique, et surtout à la fin, quand elle écrit à son professeur de littérature, elle dit qu'elle a arrêté ses études parce qu'elle doit enterrer son père et qu'elle n'ouvrira. Elle a jeté tous ses livres. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est-à-dire que à un moment donné, j'avais tellement une admiration de la littérature qu'elle m'écrasait. Et donc un jour, je sais pas si je devrais dire ça, mais j'ai pris tous les livres que j'avais chez moi, je les ai jetés. Et c'est pas des livres qui coûtent 10 €, hein, c'était des budets de Saint-Augustin, des trucs qui coûtent 45 €. Je les ai jetés à la poubelle parce que j'étais révoltée. Je me suis dit, la littérature ne m'aide pas à comprendre le monde, la littérature ne m'aide pas à guérir, la littérature ne me fait que du mal. Et cette scène-là, elle est quasiment autobiographique, c'est-à-dire que elle dit ça à son professeur, et le professeur lui dit n'attendez pas de la littérature qu'elle fasse bien plus que ce qu'elle ne fait déjà, c'est-à-dire que en fait la littérature c'est un art de la transmission et qui vous permet d'être en relation. Et dès l'instant où elle comprend ça, que c'est un art de la transmission qui permet d'être en relation, c'est-à-dire que je lis des auteurs que j'admire et en même temps je transmets ces auteurs à d'autres lecteurs, et ben on est sauvé parce qu'en fait on est en relation avec les autres. Même si on ne lit que des auteurs qui se vendent très peu, on peut quand même avoir des relations avec les autres. Kyémis, on parle de transmission. Vous avez enregistré votre grand-mère pour écrire ce roman. Votre grand-mère qui est votre aînée de 40 ans. Comment est-ce que là on est rentré un petit peu dans le processus d'écriture avec Ève. Comment est-ce que vous avez justement manier ces mots qui étaient les siens pour justement, et on le disait, en faire une fiction. Et peut-être que ça amène à une autre question, parce que je vois que le temps passe très vite et que j'aimerais vous laisser à vous toutes et tous la parole. Mais que permet précisément la fiction ? Je pense que l'une des choses qui était importante que j'ai dit tout de suite à ma grand-mère, c'est que je ne suis pas biographe. Et pourquoi je lui ai dit ça ? Parce que je connais ma grand-mère, qui est donc une forte personnalité. Je savais qu'en lui disant ça, ça voulait dire j'ai besoin d'être libre. J'ai besoin d'être libre de recréer, de transformer, de modifier quelque chose qu'elle accepte de manière intermittente, je dirais. Et donc, il y avait quand même toujours en tête cette idée de me dire je peux créer. J'ai l'espace de création. Je suis pas comment on appelle ça, dactylo, voilà. Je suis pas scribe. Et donc du coup cette question elle était là. Après c'est vrai que je l'ai beaucoup enregistrée, mais il faut le dire, dans le processus d'écriture ça a été quand même parfois dur parce qu'elle est toujours vivante. Ouais, je sais qu'elle va le lire on va dire petit à petit, mais il y avait ses yeux. Voilà, il y avait ses yeux derrière moi, il y avait ses yeux quand j'écrivais, et c'est pas forcément positif. Quand on crée, d'avoir des yeux autres que les siens, c'est vraiment pas ce que je recommande, on va dire.
Cela étant, je crois que c'était important pour moi de rendre ma grand-mère éternelle. Et donc, il fallait que j'arrive à infuser ce que je voyais d'elle, ce que j'admirais d'elle, et que je l'infuse dans un personnage qui était donc ce personnage mythique d'Andoun, légendaire d'Andoun. Donc voilà, je l'ai enregistré. Et ce qui est intéressant, c'était de voir à quel point c'était... Elle avait toujours dit ses histoires, elle raconte ses histoires. Elle aime bien raconter en boucle, en plus maintenant je les connais par cœur. Mais quand je lui posais des questions, quand il fallait parler pendant des heures, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Parce que moi, j'avais mon chemin. Encore une fois, je raconte une histoire. J'ai un angle. Je fais des choix d'écriture parce que j'ai envie de dire certaines choses. Pas seulement son histoire, mais aussi certaines choses de son histoire. Et je sentais que parfois, certaines questions la mettaient mal à l'aise. Je voyais son tiraillement aussi. Et donc, quelque part, je pense que aussi pouvoir se dire que c'est son histoire et elle en est fière. Elle est fière de pouvoir dire j'avais raison de penser que j'étais spéciale. Mais aussi parfois de dire que oui, c'est moi, mais bon, qui est Miss, elle a un peu inventé. C'est pas si mal, je pense, pour elle aussi. C'est pas si mal pour nous deux, je pense. Et c'est bien même, je pense, pour le livre aussi, pour le roman. Parce que, comme je le disais, j'avais besoin de cet espace de création, en fait, tout simplement. J'avais besoin de cette liberté-là. Mais pour être très, 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 très honnête, cette expérience m'a donné un respect renouvelé pour les romanciers et les romancières. Parce que c'était très difficile. C'était éprouvant. Je sais pas si on parle souvent de ça. C'était éprouvant d'écrire. De faire une construction des personnages, un arc narratif. Oui, la langue, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, s'arrêter, dire stop, ne pas détester son écriture. Je pense que je démolis un certain mythe de l'écrivain qui est... Je pense que ce mythe n'existe plus depuis le 19e siècle. Tant mieux. Hein. Tant mieux. Mais oui, c'était une écriture qui était extrêmement éprouvante et en même temps, je pense que l'accomplissement vient du fait d'être arrivé jusqu'au bout. C'est ce que je me raccrochais à ça. Enfin, je sais pas pour toi, Ève, mais c'est ce à quoi je me raccrochais. Je me disais, tout ce qui compte, c'est que je suis arrivée au bout. J'ai traversé le col. Je sais pas si toi, ça t'a fait ça aussi. Ah non, mais moi, je suis peut-être masochiste, mais chaque fois que je relis le livre, je vois des choses qui m'énervent, que j'aurais pu enlever. Faire ça. Faut prendre les retours des lectrices et des lecteurs qui vous disent à quel point ils ont été touchés. Non, j'ai pas fait ça. L'édition, on arrête l'édition. Non, mais moi aussi. Dites des mots doux. Mais je pense que justement, ce qui est bien, c'est justement d'essayer de décaler l'endroit qui nous satisfait, parce que je pense que voilà, on est perfectionniste. Il y aura toujours des choses où on se dira, j'aurais dû modifier ça. C'est de l'orgueil, hein, le perfectionnisme. C'est un gros orgueil, hein. C'est un orgueil démesuré, hein. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est si mal? Je ne sais pas. J'arrive pas à m'en détacher personnellement. Mais je pense que justement l'endroit où j'arrive à tirer maintenant de la satisfaction, non seulement, il faut le dire quand même, je le redis dans la réception, et c'est vraiment pas quelque chose de monétaire, c'est vraiment plus de voir que, en fait, on a parlé une langue, et en face, il y a des gens qui ont répondu. Mais c'est magistral. Cette première chose. Et cette deuxième chose aussi, pardon, c'est vraiment de trouver de la satisfaction dans le chemin accompli. Je sais que c'est un cliché, mais comme je vous le disais, c'était très éprouvant. J'ai eu l'impression de monter une montagne et je ne suis pas alpiniste. Donc, il fallait inventer ces harnais et je sais pas comment, bon, les alpinistes diront quels outils ils utilisent, mais voilà, il a fallu inventer. Et en fait, de se retourner et de voir la montagne, j'avoue que c'est là où réside ma joie. Dans justement se dire, mais on a fait ça, waouh. Voilà. Et je veux pas te décourager, mais ça recommence pour le deuxième. Merci, Ève. Toujours là pour mettre la bonne ambiance. Non, mais il y a quand même un moment, je finis juste, enfin, on va continuer à parler, mais il y a quand même un moment qui est très positif, c'est le début.
Tu sais, c'est le début, c'est comme un vendredi soir où tu te dis, il y a tout ton week-end devant toi, ou comme juin. Juin, tu sais, il y a l'été qui est devant toi. Bon, maintenant, l'été, c'est un peu apocalyptique, mais disons, on va dire plutôt avril, quand c'est le printemps. J'adore. On invente, tu poses des idées, etc. Tu vois, tout est possible. Puis ensuite vient la montagne. Oui, bien sûr, ouais, c'est sûr. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Ève ou Kiemis, ou une réflexion à partager, puisqu'on était à parler de réception et de dialogue entre une autrice et ses lecteurs-lectrices? Non, pas de questions? C'est toujours la première qui est difficile. Non, je laissais un petit peu le temps. Merci infiniment à toutes les deux. Merci pour l'invitation. Et encore une fois, je le redis, mais vraiment, ruez-vous sur ces 2 romans qui sont absolument merveilleux. Merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. J'étais ravie d'être avec toi. Merci.